livre à lire en ce moment. Plus tôt aujourd'hui, l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, a affirmé que le nouveau président américain Donald Trump révèle le vrai visage des États-Unis, démontrant par cette déclaration que le ton brusque et les manières rigides de Trump durcissent les relations de son pays avec l'international après le Mexique et la Chine. Voici donc que l'Iran s'aligne aussi vers une relation tendue avec notre voisin, qui est perçu de plus en plus comme un autoritaire, ayant l'intention de gouverner en faisant fi des institutions. En 1935, Sinclair Lewis, Nobel de littérature en 1930, publie It Can't Happen Here, roman dystopique où il décrit l'arrivée au pouvoir de Berzelius Windrip, un personnage raciste et intolérant qui remporte les élections en promettant de faire des États-Unis un pays de nouveau grand. Le livre caracole en tête des palmarès aux États-Unis depuis l'élection de Trump et l'auteur-compositeur-interprète Thomas Hellman l'a lu pour nous. Bonjour d'abord Thomas. Alors Sinclair Lewis est né le 7 février 1885 à Sauk Center au Minnesota. Il a étudié à Yale, a été journaliste avant de devenir écrivain. It Can't Happen Here, c'est loin d'être son meilleur roman. Par exemple, on dit que c'est Main Street ou Babbitt, ses œuvres les plus intéressantes, qui lui ont valu, on imagine, le Nobel d'ailleurs. Mais son livre, publié en 1935, revient en tête des palmarès parce qu'il propose une lecture claire et intéressante de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Hein? Alors, il l'a écrit parce qu'il avait peur de l'ascension au pouvoir de quelqu'un qui s'appelait Huey Long, qui était un homme politique en Louisiane à l'époque et qui était un démagogue très populiste qui est devenu de plus en plus populaire et qui inquiétait en fait les démocrates et les gens à gauche aux États-Unis et qui s'est fait assassiner peu de temps avant, alors qu'il se présentait pour l'élection aux États-Unis. Il s'est fait assassiner en fait peu de temps avant que le livre sorte. Mais Sinclair il a écrit ce livre en vraiment 5-6 semaines parce qu'il avait un sentiment d'urgence. Il sentait que c'était très important. Il sentait qu'il était possible qu'un démagogue fasciste, dictateur arrive au pouvoir. Au même moment, en Europe, il y avait quand même aussi Mussolini. Exactement. Il y avait une vraie montée du fascisme. Hitler était au pouvoir depuis 2 ans, depuis 1933. Donc, on peut comprendre aussi que le contexte était favorable et il explique à ce genre ce contexte dans le livre parce que ça s'ouvre en fait sur une rencontre au Rotary Club, dans une petite ville du Vermont. Alors, on sait que le Vermont, on s'attend à ce que ce soit plutôt tranquille, des gens très liberals, etc. Mais, donc, il y a un meeting du Rotary Club et puis il y a plusieurs discours. Et avec ces discours, on comprend un peu le paysage. Donc, comme vous avez dit, il y a donc, on est en pleine crise. Il y a beaucoup du pays est très pauvre. Les gens cherchent du travail. Il y a FDR, Roosevelt, qui a fait tout son relief. Donc, les gens de droite, le New Deal, les gens de droite reprochent à FDR, en fait, de créer un État d'assisté. Il y a une femme qui va reprocher, justement, le féminisme, qui dit que les femmes devraient retourner chez elles, aider leur mari, s'occuper des enfants. Bref, il y a une espèce de discours ambiant. On sent qu'il y a un malaise. Il y a ce qui se passe en Europe, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a l'espèce de gauche libérale. C'est le directeur d'un journal qui devient le héros du livre, en fait. Et lui, il a sa petite clique de gens plus à gauche et il ressemble vraiment encore à la gauche libérale aux États-Unis en ce moment. Vraiment, les personnages sont vraiment encore très incarnés. On dirait des archétypes américains. Et puis, ces gens-là vont commencer à parler d'un homme qui prend de plus en plus de pouvoir. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il s'appelle Windrip, qui est une espèce d'un dictateur. Et ce qui est impressionnant avec ce dictateur quand on le lit aujourd'hui, c'est que son discours ressemble vraiment à celui de Trump. C'est assez inquiétant. Alors, premièrement, son discours repose sur 3 choses. La première chose, c'est que we have to make America great again. L'idée, c'est que les États-Unis se sont perdus et qu'il faut retourner dans une espèce de passé mythique. Alors, quel est ce passé? On ne sait pas exactement, mais tout à l'heure, vous avez dit que l'ayatollah en Iran avait dit que Trump révélait le vrai visage de l'Amérique. Je suis pas sûr que Trump serait en désaccord avec ça, ni ce personnage mythique de Windrip, parce que les deux se réclament d'une certaine manière d'une Amérique plus forte, plus puissante, l'Amérique des pionniers, l'Amérique des conquérants, l'Amérique des gens libres qui échappent au regard de l'aristocratie européenne. Ils se réclament de ça. Donc ce personnage-là utilise ce discours-là. Donc on va retourner vers une Amérique mythique du passé. Il va créer des ennemis. Alors ici, en l'occurrence, ce sont les Juifs et les communistes. Aujourd'hui, ce seraient les Mexicains et les musulmans fondamentalistes. Et puis, il va entourer tout ça d'un discours vraiment de démagogue, c'est-à-dire qu'il promet tout à tout le monde. Alors, il va rassembler tous les gens, l'aiment parce qu'aux religieux, il leur dire ce qu'il veut. Il va rassembler surtout autour de lui la colère de cette population laissée pour compte, les pauvres blancs, les mêmes qui ont élu Trump. Et les mêmes qui vont porter au pouvoir, parce qu'on peut pas dire qu'Hitler a été élu de façon officielle, mais porter au pouvoir le parti d'Hitler, c'est le même discours, en fait. C'est le même discours. D'ailleurs, on raconte que la deuxième épouse de Sinclair Lewis, Dorothy Thompson, qui était journaliste, a rencontré Hitler pour l'interviewer en 1939.
1961 et que le personnage, en fait, au cœur du roman de Lewis, ressemble à Hitler. Ressemble à Hitler, sauf que lui-même dit qu'il n'est pas Hitler parce qu'il est américain. Alors, par exemple, il n'aime pas les Juifs, c'est-à-dire mais il dit, on va les intégrer dans notre Amérique. Nous ne sommes pas antisémites, mais on veut leur enlever le pouvoir qu'ils ont dans la haute finance. Et puis, un des clés de son discours, c'est qu'il va prendre tout l'argent aux riches et la redistribuer aux pauvres. Donc, c'est à la fois un discours d'extrême droite et un discours d'extrême gauche. Il plaît à tout le monde. Et puis, là, il va arriver au pouvoir. Et puis, les gens de gauche regardent ça. Et eux, que peuvent-ils faire? Eh bien, notre personnage dans le Vermont, lui, il dit, je vais écrire des éditoriaux alarmistes. Alors, c'est ce qu'on a vu. On a vu beaucoup depuis toute l'année des éditoriaux alarmistes dans tous les journaux. Post. Et puis, cet homme-là va arriver au pouvoir. Et là, tout de suite, dès qu'il arrive au pouvoir, il va faire toute une série de executive orders. Ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle les décrets. Oui, alors il va faire toute une série de décrets, mais là où ça commence à se distinguer de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est qu'un de ses premiers décrets, c'est qu'il va dire, nous sommes dans un état de crise, il faut donner plus de pouvoir à l'exécutif, immédiatement. Il faut enlever du pouvoir au Congrès. Alors là, il va y avoir des manifestations. La population se réveille, mais depuis des mois, cet homme-là est en train de rassembler autour de lui une armée privée, une milice qui ressemble étrangement au SS, qu'ils appellent les Minutemen, qui sont donc ces hommes blancs fâchés qui se rassemblent autour du président et qui deviennent sa milice privée. Son deuxième décret, c'est de faire de cette milice-là une branche officielle de l'armée. Il va commencer à les payer. Et ces gens-là vont donc commencer à tabasser les manifestants qui manifestent cette prise de pouvoir. Et tranquillement, s'installe la dictature. Autre élément très important, c'est qu'il y a en arrière de lui, son secrétaire d'État est un homme très mystérieux qu'on voit jamais. Et on dit que cet homme-là est celui qui écrit ses discours et qui a écrit son livre. Il a écrit un célèbre livre qui ressemble étrangement à Mein Kampf, Mon combat. On pourrait faire des liens avec Steve Bannon. Exactement, on pourrait faire des liens avec Steve Bannon. Qui est le stratège en chef de Donald Trump. Exactement. Donc voilà, il arrive à prendre le pouvoir et là, les choses vont de mal en pire. Alors ce qui va se passer, c'est que le personnage dont je parlais de libéral, il va commencer à écrire de plus en plus d'articles pour se battre. Il croit encore à la liberté de la presse. Et tous les personnages répètent constamment cette phrase « It can't happen here ». Oui, ça peut pas se passer ici. Ça peut pas se passer ici. C'est impossible ici. Il répète constamment cette phrase. C'est pas possible. Il y a quelque chose dans notre institution, dans notre vision de la démocratie, dans notre amour de la liberté qui fait en sorte que c'est pas possible. Donc, il se ferme les yeux. Et puis, tranquillement, voilà que les Minutemen vont venir à son bureau. Ils vont commencer à le harceler. Finalement, ils le tabassent. Ils tuent son beau-fils. Ça va de mal en pire. Il va essayer de s'échapper au Canada, à Montréal, ce qui est devenu le berceau de la résistance des Américains libéraux. Mais la frontière est fermée. Et puis, bon, écoutez, vous pouvez deviner la suite. En fait, ça devient l'image de n'importe quelle dictature. Il se retrouve en prison, il est torturé. Pendant ce temps-là, le dictateur Buzz Windrip prend de plus en plus de pouvoir. Il installe vraiment son contrôle sur tout. Il commence à absorber des symboles hérités du nazisme et de Staline. L'étoile. Il commence à créer une espèce de mythe de sa personnalité. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il reste fondamentalement américain. C'est-à-dire que il prend de plus en plus le contrôle sur la population, mais il le fait au nom de la liberté, la grande liberté américaine, cette liberté mythique qui est au cœur du rêve américain. Notre personnage va réussir à s'échapper de prison, il se joint à la résistance, mais finalement, ce qui va faire tomber ce gouvernement, c'est une espèce de corruption qui naît de l'intérieur. Son secrétaire d'État va essayer de prendre le contrôle il va y avoir une espèce de coup d'État et puis, mais surtout ce qui va détruire cette dictature, c'est qu'il peut pas faire ses propres promesses. Donc la population devient de plus en plus pauvre. Il peut pas donner le salaire minimum garanti. Il ne livre pas la marchandise. Oui, il avait promis un salaire minimum garanti à tout le monde de 3 ou 5 000 $ par an, ce qui était énorme à l'époque. Il n'arrive pas à le faire. Là, le gouvernement a toutes sortes de problèmes. Alors ils vont déclarer la guerre au Mexique pour que ça ressemble vraiment au Mexique. Ils déclarent la guerre au Mexique pour que les gens soient pour distraire la population, etc. Et donc pendant tout le livre, il y a toujours cette question It can't happen here, it can't happen here, qui je dirais est vraiment au cœur du livre. Et en fait, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est possible avec Trump? Est-ce qu'on observe aujourd'hui une des choses qui
qui m'est venu en lisant ça, c'est un respect énorme de la démocratie. Et je me disais toujours, mon Dieu, heureusement qu'on a ces institutions démocratiques qui fonctionnent quand même bien. Je parle du Congrès, de la séparation du pouvoir. Mais on le voit, en fait, ce qui s'est passé par rapport au décret sur l'immigration, Jocelyn McClure. On a vu que l'état de droit fonctionne encore. Oui, puis les États-Unis sont fondés sur une séparation rigoureuse des pouvoirs, puis l'idée des check and balances. Hein? Donc, s'il y a une branche du pouvoir qui devient trop importante, trop autoritaire, ben, on a les autres branches pour la contrôler. Oui, donc ça, dans le livre, ça ne marche pas. Cette séparation du pouvoir ne marche pas et c'est quand même assez crédible. Comment cela pourrait arriver, disons, dans un état de... l'excuse qu'utilise le président pour prendre le pouvoir est quand même assez crédible. Mais ce que je me suis dit, je me suis demandé si Trump était ce genre de dictateur. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que non. Parce que le genre de dictateur qu'il présente dans le livre est très inspiré de l'Europe des années 30. C'est Hitler, c'est Mussolini. Donc, une dictature qui est vraiment basée sur l'idéologie. Alors que je crois que chez Trump, justement, c'est l'absence d'idéologie qui est marquante chez lui. Qui est fabriqué avec 2 ou 3 affaires. Le nationalisme blanc, notamment, mais effectivement, l'idéologie... D'après moi, lui-même n'y croit pas vraiment. C'est faible. C'est-à-dire que lui, ce qu'il représente surtout, c'est, en fait, l'ayatollah a raison, un certain visage de l'Amérique. C'est-à-dire... Le triomphe de l'individu, la recherche d'argent, me before everybody else, le triomphe vraiment de l'individu. Donc là, ce qui est au cœur de sa vision du monde, c'est la réussite, l'argent, etc. Et la dictature ne facilite pas nécessairement cette quête d'argent, etc. Donc l'impression que j'ai, c'est que Wintrip, le personnage-là, et Trump aussi, sont des héritiers un peu des chasseurs d'or. C'est-à-dire de ces personnages qui ont conquis l'Ouest et qui sont au cœur de l'Amérique. Et on le voit d'ailleurs, il y a des gens, j'ai lu des articles, des gens qui disaient que Steve Bannon, justement, voulait provoquer peut-être une nouvelle guerre civile. Oui. Il faut savoir que ce serait pas difficile aux États-Unis parce que la population est tellement armée. Mais au cœur de la Constitution, les gens sont armés justement pour pouvoir se protéger en cas d'une telle dictature. Tout à Donc, fait. disons que l'Amérique a un rapport très paradoxal avec la liberté. Donc, s'il y avait une dictature, d'une certaine manière, j'ai l'impression que Trump n'est pas en train de modeler le visage de l'Amérique, mais qu'il est lui-même un produit de quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire le triomphe de l'argent, le triomphe de l'obsession de soi. De la cupidité aussi. De la cupidité. Parce qu'on le sait qu'il a été malhonnête à plein d'égards. C'est ça. Mais ce qui, moi, me donne beaucoup espoir, c'est qu'on voit quand même une réaction extrêmement forte en ce moment. Absolument. Que ce soit dans les institutions, que ce soit dans la population. On n'a pas vu ça depuis les années 60. Donc, ce que je disais tout à l'heure quand je disais le livre, c'est que, waouh, quand même, on a envie de défendre ces institutions démocratiques. Je crois qu'on le sent aujourd'hui dans l'Amérique. C'est-à-dire que ce visage noir de l'Amérique est un peu l'ombre ressurgie. Et puis, on dit qu'il est bien de confronter sa propre ombre. Alors, on dirait que l'Amérique confronte sa propre ombre et il y a peut-être de la lumière qui va ressortir de ça. It Can Happen Here de Sinclair Lewis est disponible en français. Aussi, on va placer les références de la version en anglais et de la version française sur notre site web. Merci beaucoup, Thomas Hellman.